Salut les amis et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes mes réflexions et toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient s'éveiller à leur nature profonde. Alors les amis, prêts à marcher sur les sentiers de votre liberté ? Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler des pervers narcissiques. Thème ô combien intéressant, complexe et malheureusement bien trop fréquent. Alors, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit du ventilateur parce qu'il fait chaud à crever, voilà. C'est la canicule, donc je ferai attention à ce que ça souffle pas trop dans le micro, mais excusez-moi s'il y a un léger bruit de fond. Alors, déjà, la première chose, on va passer à la définition déjà de ce que c'est un pervers narcissique, puis on verra les traits de caractère, les méthodes d'emprise du pervers, les impacts sur sa proie, et enfin on essaiera aussi de voir comment est-ce que la victime pourra essayer, je dis bien essayer de sortir son épingle du jeu de ces situations qui sont souvent complexes et dramatiques, mais d'en sortir plus fort. Alors, commençons par quelques définitions. C'est un trouble de la personnalité, un trouble du narcissisme, ça touche à peu près 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes, et ça va se caractériser par une froideur émotionnelle. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand je dis des gens, c'est comme je dis d'à peu près 2/3 d'hommes, donc je parlerai peut-être un peu plus au masculin dans ce podcast, sachant que les femmes ne représentent qu'un tiers des gens concernés par ce trouble. Et donc ce sont des personnes qui peuvent faire preuve d'une empathie cognitive, mais pas affective. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont intellectuellement feinter l'empathie et se dire oui, en effet, cette action-là, elle est pas bien, mais en fait, ils vont pas la ressentir. Parce que chez la majorité des gens, il y a un événement qui va créer une émotion, et cette émotion qui va créer l'empathie par voie de conséquence, alors que eux, ça va être d'abord mouliné intellectuellement pour feinter l'émotion. On peut aussi compléter notre définition par le machiavélisme. Le machiavélisme, c'est la manipulation, c'est la stratégie, c'est se valoriser aux dépens de l'autre. Donc le pervers narcissique, on peut le considérer vraiment comme un prédateur versus sa proie. Et dans ces jeux-là, la victime va tomber dans un phénomène qu'on appelle la dissociation cognitive, en fait. La personne va vraiment se remettre en question. Elle va plus réussir à penser droit. En fait, le pervers narcissique va vraiment tordre la personne et ça va se manifester, donc comme je le disais, par une énorme remise en question et vraiment une distorsion de l'image, de son image, et la personne va vraiment commencer à être tordue au bout d'un moment et ne plus penser droit. Et ça va aussi se manifester par ce qu'on appelle la dark triade. La triade noire, c'est donc une pathologie narcissique, une psychopathie et un phénomène de manipulation. Ça correspond à peu près, ces gens-là, à 5% de la population. C'est quand même relativement énorme parce que quand on y pense, si vous prenez une pièce de 100 personnes, vous en avez 5 qui sont atteints de ce trouble-là. Ça fait quand même beaucoup. Et l'image que Anne-Clotilde Ziegler, elle prend, parce que oui, j'ai peut-être oublié de le dire en introduction, ce podcast-là, en fait, je me suis beaucoup appuyé des travaux de Anne-Clotilde Ziegler, qui a édité un livre qui s'appelle « Pourquoi suis-je resté ?» Et donc, si ce podcast vous intéresse, je vous invite à acheter son livre. Et Anne-Clotilde, du coup, dans son livre, elle prend l'image du champignon qui vient pourrir le panier. Si vous cueillez des champignons en forêt et que vous en mettez un seul de mauvais dans votre panier, il faut jeter tout le panier. C'est un peu ça, un peu le phénomène. C'est que ces gens-là, ils ont une toxicité qui est telle qu'ils sont capables de détruire des personnes saines, mais pas qu'une, quoi. Parfois, ça va vraiment très loin. Elle a d'ailleurs aussi édité un second ouvrage qui s'appelle « Les pervers narcissiques, 50 scènes pour les démasquer et leur faire face ». Donc comment va procéder le pervers narcissique ? En fait, c'est un prédateur qui va transformer en défaut les qualités de ses victimes, de sa proie.
C'est-à-dire que souvent ce sont des femmes qui ont beaucoup de compassion, beaucoup d'aptitude à pardonner, qui arrivent très simplement et très sainement à se remettre en question. Elles aiment donner à l'autre. Et en fait, la proie, se transforme en bonne poire au bout d'un moment. Et le pervers narcissique va retourner toutes les qualités de sa victime, elle va les transformer progressivement en défauts. Et il arrive un stade, et c'est là où c'est absolument dramatique, il arrive un stade où la victime, la proie, s'accuse de ses qualités. Donc on arrive en traitement à avoir des personnes sur la table qui sont bourrées de qualités et qui s'accusent de leurs qualités. C'est là que vraiment le mot perversion il prend tout son mot dans pervers narcissique, parce qu'il n'y a rien de pire que de transformer la lumière en ombre au final. Ce sont des gens qui arrivent à mettre une genre de cloche de plomb et à éteindre la lumière chez les gens. Quoi de pire que par exemple d'enlever l'innocence à un enfant, ou d'éteindre la lumière chez quelqu'un. Vous savez, je pense que pour beaucoup de gens, il est sans doute préférable la blessure physique à la blessure psychique. Parce que le corps se répare encore, tout seul. Et le travail qu'il y a souvent à faire avec les gens qui ont été touchés, impactés, blessés, où on leur a éteint la lumière, c'est vraiment un travail de fond derrière, un travail de reconstruction. C'est une deuxième naissance derrière qui doit arriver. C'est très profond. C'est en ça que c'est extrêmement, extrêmement pervers. Et souvent, ce sont les personnes les plus compétentes émotionnellement pour régler ce qui se passe dans une relation qui restent souvent le plus longtemps avec ces gens-là. Ça arrive, parce que ce sont les personnes les plus aimantes. C'est les personnes qui arrivent le plus à pardonner, à se remettre en question. C'est elles qui restent le plus longtemps avec ces pervers narcissiques. Et au final, sortir de l'emprise de ce genre de personnes, c'est tuer au final l'espoir que ça aille mieux. C'est vraiment un deuil, c'est une mort en fait. C'est pour ça que c'est si dur pour les femmes de partir. Encore une fois, quand je dis les femmes, c'est parce qu'il y a 2/3 de pervers narcissiques hommes. Maintenant, bien entendu, vous mettrez à la sauce s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast et que vous êtes ou que vous avez vécu en compagnie d'une femme pervers narcissique, il faudra bien entendu inverser les pronoms. Donc sortir de l'emprise, comme je disais, c'est tuer l'espoir que ça aille mieux. Et ça, vraiment, c'est le mécanisme d'un deuil, en fait, à faire. Donc, en détail, comment est-ce que ça va se passer ? Et bien en fait, en 1, il va charmer, il va énormément charmer. C'est un peu comme le serpent K du livre de la jungle. Il va hypnotiser un peu sa proie. Il va avoir un effet aussi caméléon. Alors dans le côté hypnotiser la proie, on peut dire qu'il va en fait bombarder d'amour. Souvent ce sont des femmes qui sortent de relations qui ont été un peu compliquées, qui manquent beaucoup d'estime d'elles, beaucoup de confiance en elles, et ce sont des hommes qui vont venir bombarder, inonder la victime, la proie de compliments, et il va user d'effets comme le « ah bah moi aussi », il va vraiment passer pour la personne rêvée, et donc il va y avoir une baisse de la vigilance au niveau de la proie. Si par exemple vous êtes une femme et que vous aimez le cinéma hongrois des années 30, lui il va vraiment adorer le cinéma hongrois des années 30. Si vous aimez, je sais pas moi, aller faire du trekking au Népal, il va adorer aller faire du trekking au Népal. Il va vraiment se fondre en fait avec vos passions pour vraiment vous faire baisser la vigilance et se faire passer pour la personne idéale. Et il a vraiment ce côté très caméléon, où il va pouvoir s'adapter à toutes les situations, mais comme un virtuose, quoi. Ça, c'est la première étape, donc cet effet un peu hypnotique, cet effet bombardé d'amour et cet effet caméléon. Donc ça se passe un peu selon ces 3 modes-là. Et en 2, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver une phase où en fait il va ferrer sa proie. C'est-à-dire que dès que la vigilance va baisser, dès que la femme se sera dit c'est bon, j'ai trouvé l'homme de ma vie, il me comprend, il me bombarde d'amour, il me redonne de l'estime de moi-même,
il me comprend, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui, me, qui me donne ma valeur. À ce moment-là, le prédateur, le pervers narcissique, il va ferrer la proie. Euh, et en quoi ça consiste cette étape-là? En fait, il va soit par exemple vous faire un enfant, soit il va contracter un crédit immobilier. Il va vous mettre dans une situation où vous serez un peu emprisonné. Ou si vous partez, vous devrez laisser un morceau de vous-même, que ce soit financier ou que ce soit spirituel. Quand je dis spirituel, je renvoie au livre de Natacha Calestrémé, qui s'appelle La clé de votre énergie, où elle décode où elle met en place en fait des protocoles chamaniques de recouvrement d'âme, c'est-à-dire que il y aura une forme de vol d'âme par ces personnes-là qui sont pervers narcissiques. La proie va laisser une partie d'elle chez l'autre. C'est pour ça que c'est si difficile de partir, et que ces personnes qui partent laissent un morceau d'elle, physique ou émotionnel, où derrière il faudra penser à passer parfois par des protocoles de recouvrement d'âme pour se sentir à nouveau entière, en fait. Donc je disais qu'il va donc y avoir un état de confusion, on pourrait dire un état de confusion post-traumatique, lorsque la proie elle est ferrée et qu'elle tombe dans le piège. Il y a vraiment un état de le plancher se dérobe sous mes jambes. C'est très compliqué au moment de la prise de conscience. Et là, à ce moment-là, il y a d'autres mécanismes qui vont prendre le relais. Donc attention vraiment à la puissance de la perversion. Parce que ce mécanisme-là peut même faire considérer que les violences qui vont venir par la suite, souvent il y a des violences, vont être considérées simplement comme des petites anomalies. Il y a toujours l'espoir au final que le lien soit renoué, et c'est là où le côté il va vraiment être très pervers. Alors pourquoi ce déchaînement? Tout simplement parce que c'est un trouble neurologique, c'est une maladie, hein, c'est génétique. La perversion narcissique, faut pas espérer sauver grand chose. Ces gens-là, pour Anne-Clotilde Ziegler, ils sont irrécupérables. C'est génétique. Ils peuvent pas se guérir. C'est ça qui est terrible. C'est l'espoir des victimes de se dire je vais essayer de le sauver. Moi, je peux le sauver. Non, non, non. Vous sauverez rien du tout. Vous porterez la croix de l'autre. Vous fatiguerez, vous épuiserez, mais vous sauverez personne là-dedans. Et il a besoin, en fait, de faire ça. C'est génétique. Il a besoin de contrôler, de se valoriser aux dépens de vous détruire, et le plaisir surtout de voir l'autre détruit. C'est vraiment ça la perversion. Quand on dit pervers narcissique, il y a pervers. Pervers, c'est quoi? C'est aimer voir l'autre détruit. C'est là où, quand je parle de noirceur, je parle d'éteindre la lumière, on est là-dedans. On est essayer d'éteindre l'autre. Et profiter, tirer un bénéfice et un plaisir de voir l'autre s'éteindre. C'est là où c'est extrêmement, extrêmement sombre. Hein, extrêmement sombre. Et il est bien entendu, la personne, faut pas rêver, elle est consciente de tout ça. Ce sont des hommes, ils sont extrêmement conscients qu'ils sont pervers. Mais pour eux, c'est ok. Ça procure en fait un plaisir, tout simplement. Et pourquoi? Parce que le plaisir, ça passe via des neurotransmetteurs, des hormones comme l'ocytocine, la dopamine. Et biologiquement, il tire un plaisir. Le fait de faire mal à l'autre va lui permettre d'avoir son shoot, en fait. C'est un trouble héréditaire, hein, comme la bipolarité. Donc, pour Anne-Clotilde Ziegler, ils sont des gens qui sont insauvables. Donc, on peut aussi compléter son mécanisme d'action en disant qu'il va morceler sa proie. Il est très instable émotionnellement. Parfois, il va mieux, et là aussi, ça fait partie de la perversion, parce que parfois, il y aura des phases où il va se calmer. Et là, la victime dit, bah, tu vois, je t'avais bien dit, il est pas si pourri que ça. Il est pas si mauvais que ça, il y a des fois où ça va. Oui, ben ça fait partie de la stratégie. Désolé, encore une fois, mais non, il y a des fois où il va mieux, et puis il y a des fois où il va rechuter. Et c'est là où, en fait, on introduit cette notion d'espoir, de petite lumière. L'espoir, c'est comme une bougie. Mais encore une fois, comme je dis, le pervers, il aime bien éteindre les lumières. Donc, on est dans une situation où la proie, la victime va être amenée à dire, finalement, je me suis trompé. Et on n'en sort pas indemne de tout ça. Hein. Je veux dire, il y a tout un travail. Alors moi, je suis pas psychothérapeute, c'est pas mon job en tant que micro-kiné et praticien en lecture biologique. Mais dans ces cas-là, j'invite vraiment les personnes victimes de ces individus à aller se reconstruire auprès de personnes compétentes, donc de psychothérapeutes.
Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que ce mal, il vient en fait d'un vide d'humanité. Je reviens à cette notion de lumière et d'obscurité. Le mal, en fait, c'est tout simplement une absence de lumière. Et une absence de lumière, c'est une absence d'humanité. L'humanité, avec un grand H, comme je le disais dans le précédent podcast, c'est se battre pour les faibles. Là, on est dans l'inverse. On est dans mettre la tête sous l'eau. On est dans prendre du plaisir à écraser l'autre. Prendre du plaisir à éteindre la lumière. C'est tout l'inverse du podcast précédent, une humanité debout, pardon, où on essaye de remettre la lumière, en fait. Et à un moment donné, donc, pour revenir au pervers narcissique, il est capable de revenir comme si de rien n'était. Et là, la victime, elle comprend plus rien à ce moment-là. Elle est capable de tout mettre sous le tapis. Et en fait, il y a une forme de pause dans l'horreur qui s'opère. Enfin, en 4, on va avoir ce pervers narcissique qui va se mettre à... ce prédateur qui va se mettre à accuser sa proie. Oui, parce que l'entourage, dans ces situations-là, souvent, le pervers narcissique passe pour le gendre idéal. Donc on va avoir, par exemple, la mère ou le père de la victime qui va dire « Mais non, mais je comprends pas, Robert, il est génial. » Je m'excuse auprès des Robert, s'il y a des Robert qui se reconnaissent, mais je prends ce prénom au hasard. Mais non, tu dois te faire des films, ma chérie. Et puis là, on se retrouve avec une personne qui est déjà moitié dans l'obscurité, qui se retrouve encore en plus accusée, souvent par l'entourage. Puis le pervers narcissique va souffler le chaud et le froid. Il va vraiment faire culpabiliser sa victime. Et donc on arrive avec une victime qui va rechercher ce qu'elle a fait de mal, qui prend en charge le mal-être de l'autre, et qui est dans une logique de réparation de l'autre permanente. Et c'est là où vraiment tout le travail derrière de reconstruction, comme je dis, pour la victime, va falloir se tuer une deuxième fois et renaître, mais en repoussant droit. Et c'est là où c'est long. Il faut accepter parfois que ce sont des démarches qui prennent du temps. Et souvent la victime va rester donc à cause de cette culpabilité. La culpabilité, si on fait un petit zoom là-dessus, ça permet de négocier avec son impuissance. Donc j'essaie de le tourner un peu différemment. La culpabilité, c'est quelque part le refus de son impuissance. Parce que le fait de ne pas pouvoir sauver son mari pervers narcissique, à un moment donné, pour le cerveau, il faut qu'il trouve une explication. C'est pas possible de rester comme ça. Donc si j'arrive pas, c'est que c'est de ma faute. Mais c'est jamais la faute de l'autre, hein, forcément, sinon la vie serait trop belle. Mais c'est de ma faute. Si je réussis pas à sauver mon mari, c'est que je vais être une mauvaise personne. Et c'est là encore une fois où toute la notion de perversion, elle a sa place. Et le trauma, en fait, il va évoluer en 3 phases. Il va y avoir la phase de sidération, où la psyché va s'arrêter, la disjonction, et enfin on va arriver à la dissociation. La culpabilité, en fait, si on doit donner une définition à ce mot-là, c'est le fait de regretter ce que j'ai fait versus la honte, qui est le fait de regretter ce que je suis. Donc c'est important de comprendre cette nuance. Et la honte, en fait, ça permet de contrôler sa proie pour le prédateur. C'est vraiment ça qui est important à saisir comme différence, c'est qu'à un moment donné, la femme va se retrouver dans une situation où elle va ressentir de la honte. Et encore une fois, il va falloir par la suite apprendre à changer de paire de lunettes et à se replacer. Et ça met du temps. Donc là, pareil, je répète, j'insiste, ça met du temps. On peut pas comme ça espérer en une séance. Parfois les gens viennent, parce que souvent le microkiné c'est décrit comme une technique où on doit aider les gens en 2 séances. Oui, en 2 séances on va identifier les traumas, on va les dater, on va apporter un éclairage, mais apprendre à remettre une autre paire de lunettes que celle qu'on a sur les yeux avec le pervers narcissique pendant 20 ans, c'est pas quelque chose qui, comme ça, se fait en un claquement de doigts. Ça prend vraiment beaucoup de temps.
Mais ça, voilà, ça se fait parce que la lumière, elle est toujours là. Même si c'est une toute petite allumette, une toute petite flamme, à un moment donné, si on met le bon combustible dessus, ça peut reprendre. Donc aussi, au niveau des pathologies, c'est différent le pervers narcissique du paranoïaque, des pathologies obsessionnelles. Le pervers narcissique, c'est le pire de tout ça parce que lui, en fait, il détruit pour détruire. Alors, vous allez me dire, est-ce que les pervers narcissiques sont des personnes qui sont perdues à tout jamais? Pour Anne-Clotilde Ziegler, c'est très compliqué. Pour elle, elle dit qu'ils sont incurables, que c'est très difficile. Faudrait en fait qu'ils trouvent un comportementaliste pour essayer d'avoir une image d'eux-mêmes meilleure, en essayant d'être plus gentils. Mais voilà, c'est quand même des exceptions. Alors vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, maintenant on est face à des gens qui sont quasiment incurables et qui font vivre l'enfer à leurs proies, à leurs victimes, donc souvent des femmes. Alors du coup maintenant on fait quoi? Ouais, je vous pose la question, on fait quoi avec tout ça? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que dans la vie, si ces gens-là ont été autorisés à exister, que le mal est là, dans notre quotidien, la souffrance, la douleur, la perte d'un enfant, la maladie, et le pervers narcissique, thème de notre podcast d'aujourd'hui, à quoi ça sert au final tout ça? On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, pourquoi est-ce que on a autorisé à ces gens-là au final d'exister? Pourquoi est-ce qu'ils ont leur rôle? Et ben en fait, c'est comme toujours, on va rejoindre des notions en alchimie, mais ces gens-là en fait, ils sont là pour nous transformer. Parce qu'en fait, si la victime, elle se relève de tout ça, si elle arrive à parler, si elle arrive à se remettre sur le chemin vers elle-même, eh ben elle peut se relever, mais elle peut se relever bien plus forte. Pour ça, je vais essayer de prendre une image. Je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi. Alors, kintsugi, c'est un mot japonais. En fait, les Japonais, à l'époque, ils cassaient des poteries, par exemple, en porcelaine, ils les réparaient avec de l'or. Donc, ils faisaient fondre de l'or, et puis ils recollaient les morceaux. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I, et vous verrez ces porcelaines, elles sont absolument magnifiques. Ce sont des porcelaines comme ça, avec des traits en or. C'est l'objet, au final, l'objet réparé est bien plus beau que l'objet originel. C'est un peu ça le but. Peut-être. C'est de faire en sorte que la personne soit plus forte derrière. Avec un élan de conscience, un élan spirituel. Et alors je sais bien que ça va être osé ce que je vais dire, hein. Je prends des gants quand je dis ça, vous allez peut-être ne pas vraiment m'aimer après mes propos, mais c'est pas grave, j'assume, comme ils savent, les gens qui viennent me voir en consultation, ils savent que quand ils viennent me voir, ben voilà, parfois c'est un peu compliqué parce que ça fait bouger les lignes, ça travaille, mais voilà, j'ai pas envie de faire, de retomber dans la thérapie doudou, c'est-à-dire de dire aux gens qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, et puis leur faire un petit massage, et puis ils rentrent chez eux, et puis ça va bien 2 jours, et puis après ils retournent dans le problème. Si on veut vraiment changer les choses, à un moment donné, il faut aller aux racines des problèmes. Et pour ça, on peut peut-être se poser la question, est-ce que ces gens-là, au final, ces prédateurs-là, est-ce que ce ne seraient pas des personnes qui pourraient nous aider sur notre chemin? Alors je sais, vous allez vous énerver, les femmes qui êtes en proie à ce genre de personnes, mais c'est si vous vous reconstruisez derrière. Et à la manière du kintsugi, peut-être que vous vous reconstruirez bien plus forte que vous ne l'étiez avant de rencontrer ce genre de personnes. Sans épreuve, il n'y a pas de salut. Alors je ne suis pas là à marteler de la religion, mais quelle que soit la religion, vous retrouverez un peu cette image. Si vous prenez le Christ, est-ce que Jésus serait devenu Christ et tout ce qui a pu advenir après sans le chemin de croix? C'est une question. Est-ce que la passion du Christ ne lui a pas permis de se transformer? Et
Si vous prenez les ouvrages d'Annick de Souzenel, lorsqu'elle parle de ça, et qu'elle dit que le baptême du crâne en hébreu ça va être Golgotha, le mont Golgotha où le Christ a été mis en croix, c'est la matrice du crâne, c'est la transformation ultime. Donc parfois, malheureusement, sans souffrance, il n'y a pas de transformation. Combien vous avez d'exemples ? Moi, le premier, lorsque j'ai eu mon accident de parapente à l'époque, ça m'a fait une prise de conscience absolument énorme. Parce que je me suis rendu compte que les choses ne tenaient à rien. J'ai eu besoin, malheureusement, de cette souffrance. Et comme on dit, tout ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend dans la douleur. On l'apprend par la souffrance. Donc j'ai dû, à un moment donné, sans doute, peut-être, passer par là pour me rendre compte de la préciosité de la vie, de la fragilité de la vie, du fait qu'on n'a pas de temps à perdre, qu'on ne peut pas prendre pour acquis le lendemain. Alors peut-être que ces pervers narcissiques, eux aussi, ils ont peut-être comme vertu, si on peut employer ce mot-là, je mets d'énormes guillemets, de faire en sorte que la proie, la victime, puisse enfin mettre une autre paire de lunettes sur les yeux pour devenir enfin encore plus qui elle est. Donc le conseil là-dedans, je répète, c'est pour Anne-Clotilde Ziegler, c'est génétique, on ne change pas. Le conseil, c'est partez. Quand vous le pouvez, dès que c'est possible, même 15 ans après, il faut foutre le camp. Et comme dirait Alexandre Astier, il faut décarrer. Voilà, donc décarrer, foutez le camp, ne restez pas avec ces gens-là si vous pouvez. Alors après, je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on a des enfants, oui, mais on a un crédit immobilier, oui, mais j'ai pas les moyens, d'accord. Alors mettez dans la balance que vaut votre vie face à le fait de vendre votre maison et reprendre un petit appartement, que vaut votre vie ou par rapport au fait d'être au quotidien confronté à des personnes qui vous mettent plus bas que bas. Prenez un moment pour peut-être faire le point sur ce que vous avez réellement à perdre. Qu'est-ce que vous avez réellement à perdre ? De l'argent ? Ouais, ok. Mais est-ce qu'on vit vraiment pour ça ? Je suis pas là à vous dire, à vous donner une réponse, mais c'est juste d'essayer de prendre une perspective et de se dire pourquoi est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on est là pour gagner de l'argent ou est-ce qu'on est là pour évoluer, pour apprendre ? Accepter avec courage que le monde il est comme il est et essayer de garder l'espérance. Et j'avais envie de finir parce que dans son podcast qu'elle a fait aussi, que vous retrouverez sur Dialogue, je me suis énormément inspiré, pour ne rien vous cacher, du podcast de Fabrice Midal dans son podcast Dialogue, où il avait invité Anne-Clotilde Ziegler, de citer une phrase de Christiane Singer dans le dernier fragment d'Un long voyage, qui dit, je cite, « Notre devoir le plus impérieux et de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à elle, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Et la merveille, c'est quoi ? C'est la vie. C'est que, même chez ces personnes fragmentées, il reste une petite flamme d'allumette. Et cette petite flamme d'allumette, c'est la merveille de la vie. Parce que même avec une toute petite allumette, on peut faire un immense brasier. Et la vie est plus forte que tout. Voilà, donc, je le disais, je me suis beaucoup inspiré du podcast de Fabrice Midal lors du passage de Anne-Clotilde et de son ouvrage que je vous recommande encore. Donc elle en a écrit 2 que vous pourrez retrouver, qui sont « Pourquoi suis-je resté ?» et « Les pervers narcissiques, 50 scènes pour les démasquer et leur faire face ». Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer et n'oubliez jamais que même dans les ténèbres les plus profonds, il reste toujours une part de lumière. Je vous souhaite en tout cas, les amis, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.